Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes avec Bariza Chiari, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénatrice PS de Paris et déléguée nationale d'En Marche, donc soutien d'Emmanuel Macron. Vous êtes à Lyon pour visiter les banlieues lyonnaises et tenter de rallier les jeunes derrière Emmanuel Macron. Les banlieues, c'est devenu un sujet brûlant depuis l'affaire Théo. On a vu ce week-end où il y a eu énormément de violence en région parisienne. Pour vous, Théo, c'est devenu le nom de quoi dans les banlieues? De l'injustice. Ça illustre une forme d'injustice ressentie par la jeunesse. Je dois d'abord dire que les policiers, dans leur grande majorité, font leur travail et sont au-dessus de tout soupçon. Mais il y a quand même quelques brebis galeuses. Et il va falloir, je ne vais pas utiliser le terme de Mélenchon purger, mais il va falloir les cibler de manière à radier ces gens qui font beaucoup de tort à la police, notamment dans les quartiers. Ce week-end, il y a quand même eu des scènes de violence, d'émeutes. Est-ce qu'elles sont liées, enfin, est-ce que Théo c'est le point de départ ou est-ce que finalement ce qui se passe autour du cas de cette jeune personne, ça va pas finalement bien au-delà? Bah, écoutez, bien sûr qu'il y a toujours quelque chose qui cristallise. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même aussi une envie d'en découdre. Je ne pense pas qu'il y ait une envie d'en découdre comme ça pour rien. Ça, je ne pense pas. La preuve, c'est que dans les Mais qu'il y a une banlieues... colère qui demandait un Alors, alibi. même pas, même pas. Je ne pense pas qu'il y ait une colère qui demandait un alibi. Il y a toujours un événement qui déclenche. C'est jamais l'inverse. C'est jamais l'inverse. C'est toujours un événement qui déclenche. Donc voilà, quand vous voyez par exemple que les jeunes qui ont fait un peu de grabuge avec les policiers ont été déférés en urgence et ont eu 6 mois de prison, et que les policiers, il n'y a pour le moment aucun chef d'inculpation, il n'y a rien qui les concerne, les jeunes ont le sentiment de deux poids, deux mesures. Et ce deux poids, deux mesures est, comment dire, est mortifère pour la société française. Donc franchement, le besoin de justice pour Théo est d'une légitimité totale. Et il est indispensable si on veut recoller les morceaux avec une partie de la société. Mais pour vous, est-ce que ça excuse globalement les violences qu'il y a eu ce week-end? Absolument pas. Hein, la justice, oui. Les violences, non. Parce que ça n'avance pas, ça ne sert à rien. D'autant qu'on donne une image des quartiers qui est détestable et que les médias, notamment ceux qui sont en boucle, en permanence, etc., montrent ça à longueur d'antenne et ne montrent pas les modèles positifs d'identification, ne montrent pas la créativité des banlieues, ne montrent pas l'entrepreneuriat des banlieues. Moi, je suis persuadée, moi, je préside depuis longtemps Talent des cités. Et je me rends compte qu'il y a une énergie débordante, qu'il y a une créativité. Et je suis persuadée que les grands patrons du CAC 40 de demain viendront des quartiers. Pour revenir aux cris de colère qu'on entend, ils évoquent quoi pour vous? Mais je vous ai dit, ça illustre l'injustice ressentie. Mais il n'y a qu'une question d'injustice par rapport aux policiers, ça se limite à ça ou le périmètre est plus large de la colère? Le périmètre est plus large. Il pourrait être plus large quand on voit, par exemple, les discriminations qui sont des morts sociales. Et les gens, à ce moment-là, tout le ressenti vécu intérieurement par ces jeunes éclate à ce moment-là. Mais il y a toujours un déclencheur, et le déclencheur est souvent le fait des forces de l'ordre qui sont allées trop loin. Vous soutenez Emmanuel Macron. Oui. En quoi, lui, il serait capable de résoudre ce problème des banlieues français que la France a depuis 20-30 ans et que ni la gauche ni la droite n'ont pas réussi à résoudre? Pourquoi lui, il pourrait y arriver alors qu'il a globalement aucune expérience des quartiers? Alors je pense que c'est un problème de regard. C'est un problème de regard. Dans les quartiers, on ne demande pas plus. On demande un regard bienveillant. Attendez, on demande un regard bienveillant, on demande du travail, et Emmanuel Macron est celui qui les comprend le mieux. Je vais vous dire, moi, mon logiciel de gauche commence à se fissurer, dans la mesure où, sur la question du travail, justement, quand un jeune, et là je vais parler de l'ubérisation du travail, hein, quand un jeune le matin se lève le matin, alors qu'il ne se levait plus, quand il prend une voiture, qu'il brique la voiture, quand il ouvre les portières à des dames, à des messieurs, il apprend les codes sociaux qu'il n'a jamais appris, et qu'à la fin du mois, et moi ils me le disent en arabe, ils retrouvent de la dignité parce qu'ils ont un salaire, ça Emmanuel Macron le comprend. Mais la dignité par la précarité, vous, femme de gauche, ça vous va? Non, ce n'est pas par la précarité, c'est le premier pas vers l'emploi. C'est le premier pas vers l'emploi, même s'il travaille beaucoup.
Et je pense qu'évidemment, il va falloir réguler toutes ces questions d'application, de gens qui profitent du système. Mais je pense que pour eux, moi, ils me le disent tous les matins, quand je prends un cab, un Uber, ils me le disent tous les matins, ils retrouvent de la dignité. Et la dignité pour un homme, c'est essentiel. Je pense que la société française est toujours structurée par le travail. Le travail est dominant et le travail donne une forme d'émancipation. On arrive à la fin de cette émission pour sa partie TLM. On se retrouve tout de suite sur lioncapital.fr. De retour sur lioncapital.fr, toujours avec Barry Zakiari, pour évoquer la question des banlieues. Vous parliez de l'ubérisation, mais finalement, est-ce que c'est pas un aveu d'échec, ces chauffeurs Uber? Puisqu'on se rend compte que finalement, les fils ou les petits-fils ou les arrière-petits-fils d'immigrés se retrouvent finalement toujours à la même place que leurs parents, leurs grands-parents, avec ces boulots précaires, des tout petits boulots, globalement, dont pas grand monde ne veut. C'est pas finalement de dire on met un nom joli sur la faillite du système? Non, ce n'est pas mon avis. Moi, je pense que des boulots comme ça, il y en aura toujours. Et je pense aussi que vous avez peut-être vous-même un regard sur, mais pour vous, sur les personnes. C'est le seul espoir finalement pour les jeunes de banlieue, Uber? Non. C'est la lutte contre les discriminations. Parce que vous avez l'air de dire qu'il n'y a que ça. Il y a des élites aussi. Dans les gens issus d'immigration, de la 2e, 3e, 4e génération, il y a aussi une élite. Mais qui n'est pas vue dans ces quartiers. Ils partent des quartiers. Effectivement, ils partent des quartiers. C'est regrettable, mais bon, c'est comme ça. À partir du moment où on a les moyens... C'est compréhensible aussi. Oui, c'est compréhensible. À partir du moment où on commence à avoir les moyens, on veut s'élever, et c'est normal. Mais il y a une élite, cette élite n'est pas assez reconnue, et on ne montre pas assez de modèles positifs d'identification dans les médias, en politique. La France économique, la France politique ne ressemble pas à la population dans toutes ses composantes, et ça, c'est regrettable. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il propose pour les jeunes de banlieue, à part conduire des voitures? Alors, il propose que, parce que pour l'instant, par exemple, comme son programme, finalement, oui. On attend toujours. Non, on attendait. Il y a déjà des bribes de programme, et plus que des juste bribes. Après. Mais pour les jeunes de banlieue, qu'est-ce qu'il propose? Déjà, il y a dans les quartiers énormément d'auto-entrepreneurs, de petits artisans, de petits commerçants. Il propose, lui, l'universalité des droits au chômage. Ces gens-là n'avaient pas droit au chômage, n'avaient pas le droit d'échouer, étaient obligés de rester. Là, il propose de donner des droits à tous. Et ça, c'est nouveau, parce qu'il transfère les droits sur l'emploi aux droits à la personne. Ça me semble essentiel. Il propose aussi que si on est mal dans son emploi... Un jeune en colère, est-ce qu'il peut l'entendre, cet argument? Je pense, oui. Je pense. C'est un peu parce qu'Emmanuel Macron... Non, mais Emmanuel Macron fait appel à l'intelligence des gens. Et croyez-moi, dans les quartiers, ils sont intelligents. Est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure de la bienveillance de son regard. Est-ce que le problème des quartiers en France peut se résoudre avec un regard bienveillant? Je pense que c'est le premier pas. Avec un regard bienveillant, ils finissent par vous écouter. Avec un regard malveillant, empreint de préjugés, ils ne vous écoutent même pas. Donc c'est déjà la porte d'entrée, la bienveillance, c'est la porte d'entrée. Et pour faire quoi? Pour faire des choses après. Et vous verrez le programme d'Emmanuel Macron, vous le verrez, il doit sortir bientôt. C'est un peu l'Arlésienne pour l'instant, on l'attend, c'est promis toutes les semaines, retardé de 2 semaines. Mais il y a un planning et nous le respectons. Non, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard dans la... Il était annoncé dans son livre, finalement c'était pas dans son livre. On ne va pas rentrer dans ce débat. Dans son livre, c'est une vision. Le programme chiffré sera donné à la fin du mois et le plan de transformation... Sachant que ce ne sera pas un programme habituel. Ça sera 10 à 15 grandes orientations d'où découlera tout le reste. Pourquoi vous soutenez Emmanuel Macron et pas par exemple Benoît Hamon, qui est socialiste, comme vous, qui lui a une culture de la banlieue, il est élu de la banlieue? Qu'est-ce qui vous fait penser que son logiciel, les réponses qu'il peut apporter aux problèmes français de la banlieue sont datées ou faux? Alors je vais vous dire pourquoi je me suis mise en retrait de la gauche de gouvernement. D'abord, il y a eu le discours de Munich sur les migrants. D'Emmanuel Valls. D'Emmanuel Valls, alors que Mme Merkel a été, à cette occasion, la conscience de l'Europe. Puis il y a eu le naufrage, je dis bien le naufrage de la gauche du gouvernement sur la question de la déchéance de nationalité. Et puis il y a eu toute cette laïcité hystérique qui a été le pompon pendant toute cette période. Et donc moi, je suis rentrée au Parti socialiste pour les valeurs, j'en sors pour les mêmes raisons. Alors pour Benoît Hamon, j'ai de l'affection pour Benoît Hamon.
parce que c'est quelqu'un qui assume. Il assume les choses. Par exemple, pour Alain Juppé. Alain Juppé a été comme humilié qu'on l'appelle Ali Juppé. Il a même dit, on est allé jusqu'à m'appeler Ali Juppé. Benoît Hamon, qu'est-ce qu'il fait? On l'appelle Bilal. Qu'est-ce qu'il fait? Il renverse le stigmate et il dit « je suis heureux, c'est un bonheur que de s'appeler Bilal ». Et il déconstruit les propos de la fachosphère. Pour l'un, stratégie perdante, pour Benoît Hamon, stratégie gagnante. Et ça, je respecte. Et qu'est-ce qu'il fait alors que vous ne croyez pas en ses solutions à lui? Non, parce que... Parce que lui, il la connaît, la banlieue. Il la connaît très bien. Mieux qu'Emmanuel Macron. Benoît Hamon et Emmanuel Macron ont ceci en commun, c'est qu'ils ont touché du doigt le post-salariat, en n'apportant pas les mêmes réponses. Je suis plus proche des réponses d'Emmanuel Macron, parce que moi je crois en l'émancipation par le travail, que des mesures proposées par Benoît Hamon, qui jouent sur la raréfaction du travail et qui proposent le revenu universel. Moi je suis plus proche de celle d'Emmanuel Macron, qui dit il va y avoir des transformations, des mutations énormes dans le travail, il faut y faire face. Le travail n'est pas fini. Ce n'est pas la fin de l'histoire pour le travail. Sur la révolution numérique, sur le monde du travail, il oppose encore une fois que sa bienveillance. Non, pas du tout. De dire, vous inquiétez pas, il y a des boulots qui vont disparaître, mais il y en aura d'autres qui apparaîtront. On l'a vu depuis, mais on le voit depuis longtemps. Attendez, pour la caissière dont le travail est menacé, oui. Pour elle, il n'y a pas une vraie source d'inquiétude au quotidien? C'est pas un peu... Est-ce que c'est pas trop lui demander que de lui dire, vous inquiétez pas, madame, vous trouverez un autre travail, on ne sait pas quand, on ne sait pas lequel, ça vous ira bien. Je crois en la formation des gens, je crois à leur capacité de se former tout au long de la vie, parce que nous savons maintenant que ce n'est pas un emploi, une vie, c'est 3 emplois, 3 vies différentes. Donc moi je crois à la capacité de l'homme à s'émanciper et à se former davantage, et donner la possibilité par l'universalité du chômage, des moments de formation pour affronter les mutations du monde, je pense que c'est formidable. Quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, il y a eu des grandes mutations. Les inventions industrielles, il y a eu de grandes mutations. Et l'homme y a fait face. Donc je ne vois pas pourquoi on abandonnerait cette émancipation, encore une fois, par le travail pour de l'assistanat, une forme d'assistanat. Donc je ne partage pas, même si je respecte l'homme, Benoît Hamon, je ne partage pas ses propositions pour l'emploi. Dernière question, celle qui va agiter la France pendant les mois qui viennent, si tant est qu'on puisse y répondre. Pour vous, Emmanuel Macron, il est de gauche ou de droite? Il est et de gauche, et de droite, et du centre. Emmanuel Macron essaie de faire l'impossible, c'est-à-dire de réunir les progressistes. À Lyon, Gérard Collomb arrive à faire des choses. Il arrive à faire des choses avec tout le monde. Ce qui est possible, Martine Aubry, Alain Juppé, ce qui est possible au niveau local ne le serait pas au niveau national. Moi, je m'étonne qu'on n'ait pas essayé de le tenter. Et Emmanuel Macron va le tenter. Et on verra si ça marche. Merci beaucoup, Barry Zacharie, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de l'Autre Direct. Au revoir.